Pour sa chronique tendance. Il y aura également Ibou qui sera avec nous, mais pas pour nous parler sport aujourd'hui. Il va nous parler de société. Sa chronique société, ce sera donc à suivre dans quelques instants avec un invité qui va nous accompagner jusqu'à 8 heures. Et comme toujours, je serai avec Sarah Leya Senghor. Je rappelle que vous pouvez suivre cette émission sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Facebook, Twitter, Instagram et YouTube et interagir avec nos invités et surtout nous dire ce que vous pensez sur les différents sujets qui seront développés tout au long de cette matinale. Et sans plus attendre, je vous propose d'aller en salle de gym, retrouver le coach Tanda Khadjaï pour la capsule gymnastique de ce lundi. Et on se retrouve juste après avec l'équipe au complet sur le plateau. À tout à l'heure. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Bon début de semaine. Encore une fois, merci de votre fidélité à votre émission Kenkeliba. Kenkeliba, encore une fois, où que vous soyez dans le monde, que la vie vous fasse énormément de plaisir à regarder la télévision sénégalaise. Alors, notre cardio du lundi, aujourd'hui, avec ces plots, avec le burpee, mais évidemment une sorte de circuit training, mesdames et messieurs. Vous allez voir. Alors, qui c'est qui va nous faire ce circuit training avec notre capsule du lundi. Alors, vous le savez, le lundi, mesdames et messieurs, et donc c'est le cardio et c'est avec le coach Mansour. Alors, le coach Mansour, c'est vrai qu'il a l'habitude avec le coach Bou. Évidemment, ce n'est que partie remise pour aujourd'hui. Alors, tout de suite, le coach Mansour, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes là pour vous présenter notre cardio du lundi. Comme vous le savez, nous avons l'habitude de faire cardio tous les lundis pour pouvoir préparer notre corps à l'ensemble des activités qu'on va faire dans la semaine. Mais aussi, des fois, il est important de dire qu'il faut bien faire du cardio pour pouvoir non seulement muscler notre cœur, mais aussi pour pouvoir brûler des graisses et des calories. Car vous tous, vous savez, quand on fait du cardio, on est obligé de puiser au niveau de nos réserves de graisse. Raison pour laquelle quand on fait du cardio, on brûle non seulement de graisse, mais aussi des calories. Pour ne pas trop parler, on va passer à la démonstration des exercices. Le cardio du lundi, mesdames et messieurs, avec le burpee. Le burpee, je le disais tout à l'heure, avec le coach Mansour. Et là, regardez ce burpee, évidemment, on va faire bouger un tout petit peu ses muscles et donc les articulations qui vont travailler. Alors, le petit saut, pas des sauts périlleux, et ça va retourner entre ces petits plots avec le coach Mansour. Alors, suivez. Alors, et ça se termine par cet appui facial appelé le burpee. Et donc, ici, mesdames et messieurs, avec ces petits sauts, et là, en avant, et puis en arrière, les élévations de genoux, une sorte de, peut-être, pente en statique. Regardez, le stato, et donc avec le coach Mansour. Alors ça peut se répéter à la maison, l'espace, et puis on va choisir. Et là, dans tous les coins et recoins, mesdames et messieurs, on peut faire cet exercice à la maison. Et donc, ça va vous faire une forte quantité de sudation et vous allez respirer avec de l'air pur. Allez, l'exercice, c'est vrai. Il est terminé, Vous avez bien suivi et que vous avez bien aimé nos soirs d'exercices, car ce sont des exercices faciles à faire, qu'on n'a pas besoin de matériel à faire aussi. Ce sont des exercices avec notre poids du corps, mais aussi avec juste l'espace qu'on a, que ça soit grand ou petit. Mesdames et messieurs, merci. On se donne rendez-vous à demain, Inch'Allah. Voilà, merci, mesdames et messieurs. Merci encore une fois pour votre fidélité. J'espère que vous avez bien aimé. Avec cet exercice, le coach Mansour, le rendez-vous, mesdames et messieurs, demain, Inch'Allah. Merci coach Tanda Khadjaï pour la capsule gymnastique de ce lundi. Et oui, on vous retrouve demain
pour un autre numéro et pour d'autres exercices, bien entendu. L'équipe de ce lundi, c'est Toumani, c'est Sarah, c'est Ibou et c'est notre invité du jour qui sera avec nous tout au long de cette matinale. Et nous allons tout à l'heure le présenter, le temps justement de dire bonjour à l'équipe. Sarah, tu vas bien? Oui, bonjour Adama. Ça va? Oui, oui. En forme, tu as profité du week-end pour te reposer un petit peu? Absolument, absolument. Et puis très heureuse de retrouver les téléspectateurs également ce matin. Exactement. Bonjour Ibou. Bonjour Adama. Ça va? Super bien, comme d'habitude. Ah, cool. Un lundi, c'est un jour de plus, un jour de bonheur. Profitons de la vie. Exactement, peu importe, oui. mais allons vers la vie. Et c'est ce qu'il dit toujours, c'est très important. Mais les lundis, c'est pas aussi simple de se Mais réveiller. c'est ça, C'est le jour le plus posant, compliqué de la semaine. Parce que le samedi et dimanche et surtout vendredi soir, c'était agréable. Donc le lundi, c'est normal. Il faut absolument être en forme les lundis. Oui, c'est important. Alors Ibou, je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, tu ne vas pas nous parler de sport, mais plutôt tu vas faire une chronique sociétale, c'est ça? Sociétale, tout à fait. Exactement. Et on va parler des scooters. Mais exclusivement sur le casque qui est obligatoire. Oui. L'immatriculation, certes, est obligatoire. Mais sur ce point, le port du casque et l'économie et la dichotomie et les contradictions qu'il y a. Une loi votée en 2005 et en 2011, il y a eu une manifestation à Kaolack pour refuser le port du casque et l'État a été obligé de négocier. Oui. Et finalement, qu'est-ce qu'on en fait? On parlera vraiment de cette partie économique du port du casque. C'est ça, ça nous intéresse et ce sera tout à l'heure. Tu vas nous en dire plus. Bonjour Toumani. Bonjour Adama. Ça va en forme? Ça va super et toi? Ça va. Alors on parle de quoi dans ta chronique tendance aujourd'hui? Alors ce matin, nous allons aller aux États-Unis. Nous allons parler sport. Oui. Mais bien sûr, ce n'est pas la rubrique sport, c'est tendance. Oui, bien sûr. Alors on va parler de cette relation qu'a le sport, la musique et la mode. Oui. Et on va prendre comme exemple le Super Bowl, disons le spectacle imitant de ce grand événement sportif, Exactement. mais aujourd'hui aussi culturel qui est le Super Bowl. C'est ça, ce sera tout à l'heure aussi. Bonjour également à notre invité du jour que Sarah va tout de suite nous présenter. Oui, Amadou Sané est notre invité de ce premier numéro de la semaine. J'ai envie de dire, Amadou peut en cacher un autre finalement, parce que dans l'équipe de la matinale, on avait également Amadou Koli qui animait les chroniques high-tech pour nous. Oui. Alors Amadou Sané, lui, il est consultant, formateur en entrepreneuriat et en communication. Il est le responsable communication de KaiJob Sénégal. Vous aurez compris que ce matin, on va parler d'entrepreneuriat. C'est ça. On va parler de formation également, un sujet qui intéresse forcément les jeunes. Et donc, on vous invite à partir de 7 h à suivre cette chronique et notamment les questions qu'on abordera. On présentera également cette plateforme à nos téléspectateurs. Qu'est-ce qu'ils font concrètement au niveau de KaiJob Sénégal et qu'est-ce que cela pourrait évidemment apporter à nos téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Donc, voilà à peu près les questions qu'on abordera ce matin dans cette rubrique. C'est ça. Bonjour Amadou, ça va, vous allez bien? Ça va, je vais bien, bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour aussi à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de la RTS. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, de venir dans ce plateau. Hier, je le disais à Lune, que je vous suis tous les matins, donc c'est un plaisir d'être là avec vous. Merci pour l'invitation. Bienvenue sur le plateau de Kenkeliba. Alors, on va s'arrêter maintenant sur un domaine que tu apprécies particulièrement. Hein. On va parler un petit peu sport avec le mondial de beach soccer, les Lions du Sénégal qui ont brillé hier lors de leur match dans ce tournoi de football de la plage. Et rappelez que le Sénégal a un petit peu mal démarré cette compétition, mais heureusement qu'on a fait un petit peu aussi comme la Côte d'Ivoire. On commence à se rattraper un petit peu. Les Lions de la plage qui ont battu la Colombie par 5-3 ce dimanche, donc aux Émirats Arabes Unis. Sarah, un petit commentaire sur cet exploit, on peut le dire comme ça? Oui, tu as raison de dire que c'est vraiment une discipline que j'aime beaucoup, le sport. Le foot particulièrement, tout à fait. Mais par contre, quand tu dis Côte d'Ivoire, j'ai toujours un petit pincement. Ça a du mal à passer. Ça fait une semaine. Ça fait une semaine seulement? De rien. Oh là là, je pensais que ça faisait déjà un mois. Ça va aller, courage. Donc, féliciter déjà les Lions de la plage, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui se sont finalement rattrapés parce que lors du premier match, ils ont perdu contre la Biélorussie. Finalement, ils se rattrapent contre la Colombie. Le mardi, troisième match de poule pour les Lions. Il va falloir gagner pour continuer cette compétition ou perdre ou rentrer. Ce sera face au Japon. C'est donc une finale finalement que nos Lions de la plage vont jouer. Mais ce que je voudrais dire, c'est que cette équipe nous a valu tellement de satisfaction lors du dernier mondial
mondial, on était tellement proche du sacre et on sait qu'avec cette équipe-là, c'est possible. Leur souhaiter encore une fois bonne chance. Al-Seini, le gardien, c'était vraiment le point fort ou l'un des points forts de cette équipe-là. Mais lors de ce match contre la Colombie, il a été remplacé par un autre gardien. J'ai oublié son nom, je pense que c'est Ousseynou, qui met un but également. Ça veut dire que sur le banc du Sénégal, dans cette équipe de beach soccer, il y a également de la qualité, c'est bon à savoir. Donc on souhaite évidemment une victoire encore pour nos Lions lors du prochain match, lors de la prochaine sortie, parce que je sais, et on le sait tous, en tout cas les amateurs le savent, avec cette équipe-là, on a la possibilité d'aller très loin et d'aller chercher même le trophée dans ce tournoi-là. C'est possible avec cette équipe. Pourquoi pas? N'est-ce pas, Ivo? Absolument en phase, parce que ce nouveau gardien, on l'a découvert tous avec beaucoup de plaisir. Surtout de voir que dans le management de Mamadou Diallo, qui est le premier international sénégalais à jouer aux États-Unis déjà, hein, on l'oublie souvent, qui a pris en charge cette équipe. Il y a la gestion de la compétition sur l'aspect nul n'est indispensable, mais tout le monde est utile. Et donc, prendre le risque de mettre un gardien de but alors que le premier match, là, ce match, il fallait gagner coûte que coûte. Absolument. Prendre ce risque, il fallait vraiment avoir du bagou d'abord, mais surtout de l'expérience. Et j'en suis sûr que l'équipe va rester soudée, malgré qu'il faut insérer beaucoup plus les nouveaux pour pouvoir former le troisième match, qui ne va pas être si évident, parce qu'il semble, dans la tradition, ils sont légèrement plus disciplinés que nous, les Japonais. Oui, absolument. Donc, on va voir sur ce côté-là. Ils ont perdu leur premier match aussi, donc ça veut dire que... tout comme le Sénégal. Exactement. Mais je n'ai pas suivi le deuxième match, ce qu'ils ont fait. Bon, espérons, mais en tout cas, j'ai totalement confiance au coach et dans l'esprit de groupe de conserver tout le monde. Surtout que le gardien qui est vraiment la vedette de tout, qui est mis en place, qui est mis en touche pour être remplacé par un nouveau que je découvre moi-même personnellement. C'est une preuve que dans ce management, il faut forcément que ça soit plus apaisé et que tout le monde se sent impliqué. C'est ça. C'est comme sortir Sadio Mané finalement. Presque. Il faut le faire vrai, dans un match. Il faut le faire. Oui, il faut oser le faire. Toumani, tu as suivi un petit peu? Alors non, j'ai pas du tout suivi. Le premier match, on nous a gagné. Oui. Premier match, elle est découragée. Et heureuse de voir qu'on a gagné le super match. Oui. Apparemment, mieux vaut commencer comme ça. Exactement. Apparemment. On me signale qu'il y a un petit problème avec ton micro. On va revenir sur ton commentaire, le temps justement de laisser à Amadou peut-être nous dire ce qu'il pense de ce mondial et surtout de cette victoire du Sénégal face à la Colombie. Oui, mais ça fait plaisir de voir l'équipe du Sénégal quand même remporter ce match-là. Ça nous rassure d'une part, même si effectivement, comme Sarah l'a dit, on a raté le début. Oui. Voilà, on s'est rattrapé avec une très belle victoire. Et je pense que le fait de découvrir Ousseynou, pour certains, je ne dirais pas que c'est un risque. Ça montre effectivement qu'il y a de la qualité sur le banc. Ça nous rassure encore une fois de plus et on ne peut que leur souhaiter quand même de remporter le troisième match pour effectivement rester encore dans la compétition. C'est ça, et ce soir mardi. Hein. C'est ça, tout à fait. Sextuple champion d'Afrique, cette équipe du Sénégal. Évidemment. Il faut le souligner, donc respect. C'est l'une des équipes qui nous a valu le plus de satisfaction quand on parle de trophée. Absolument. Oui, c'est ça. Et on espère aussi que la malédiction ne va pas nous suivre dans les autres disciplines, hein, puisque l'année qui a suivi le sacre du Sénégal comme champion d'Afrique, nous avons raflé toutes les compétitions, n'est-ce pas? Mais bon, on espère avec cette élimination précoce à la CAN, on ne va pas... Adama, les dieux du foot seront toujours avec nous. Ne nous brise pas le cœur, ne nous dis pas que le cycle est fini. C'est une réalité. N'est-ce pas, Ibou? Ibou, je ne peux pas y penser. Parce que la CAN, on a perdu sans nos réelles valeurs. Nous aimons tous M. Aliou Cissé, respect quand même. Mais lui-même, je pense qu'il est le premier à savoir que ce système de milieu terrain, qui doivent courir partout, n'était pas jouable. Et peut-être que des fois, le sens de l'éthique, à mon avis, si je suis choisi pour prendre un poste comme M. Abou Diallo, que j'apprécie énormément, vraiment, parce que c'est le seul lion sénégalais qui a écrit un livre. Et je suis fou de livres et j'aime que les enfants... C'est vrai, tu ne rates jamais l'occasion de rappeler. Oui, et l'UNESCO devrait le prendre comme ambassadeur, surtout qu'il incite les jeunes à écrire, à pouvoir
se poser à travers l'écriture. Oui. Nul ne peut ignorer les bienfaits de l'écriture. Un livre, c'est énorme. Oui. Faraday, quand il découvrait les moteurs électriques, c'est grâce au livre. Parce que son père était forgeron et les bourgeois qui fréquentaient son père, qui fréquentaient son père pour le faire à cheval, parce qu'à l'époque, il n'y avait que les chevaux. Oui. Donc, c'est Faraday a eu tout cela grâce au livre. Et Abou Diallo a écrit un livre dès qu'il a fini sa formation pour parler des canevas, de la méthodologie, ces états d'âme. Sauf que là... Mais il y a le mais qui vient, oui, vas-y. Sauf que là, quand il a été choisi pour faire le milieu de terrain, je pense qu'il pouvait avoir le leadership de dire « Coach, je préfère que vous mettiez quelqu'un d'autre ». Quand est-ce qu'on arrivera un instant qu'on vous propose un poste et que vous voyez plus compétent ou que vous n'êtes pas à 100%, parce qu'il n'était pas à 100% physiquement. Oui, mais je veux dire, quand on porte le drapeau d'équipe nationale, quand on porte le maillot, quand on vous choisit, même quand on est blessé, on se dit qu'on va se donner à fond. Surtout à l'heure, on n'était pas à 100% dans cette compétition non plus, hein, cette Coupe d'Afrique des Nations. Il est resté sur le terrain. Et même avant de mettre le but qui finalement donne la victoire à la Côte d'Ivoire contre le Nigeria, il l'a raconté lui-même, c'est une anecdote, il a dit qu'il demandait à ce qu'il soit remplacé parce qu'il sentait qu'il avait encore de petits soucis. C'est ça. Et il est reparti d'ailleurs avec cette blessure au niveau de la cheville. Exactement. Il a fait une formation en milieu de terrain. Est-ce que ce n'est pas le coach finalement qui doit prendre cette décision pour le jour? Parce que tous les jours... C'est le accountable, comme on dit. Le seul et exclusivement responsable demeure le coach, M. Aliou Cissé. Mais par contre, on proposerait un certain poste. Je ne suis pas physiquement dans les dispositions, avec les enjeux quand même. Quand on voit la tête de Nampalis, l'image forte là, mais vous pensez que c'était du genre, on a perdu? Non. Ah non, il voulait absolument être sur le terrain, lui. C'était sa fonction, c'était son rôle. Il faut les bons individus aux bons emplacements. Mais c'est une évidence. Bon, d'un côté... Je suis d'un côté... D'un côté, comme c'est les professionnels, on a tout de suite tendance à dire que ce sont des professionnels, ils maîtrisent mieux que nous. Oui, ils ont subi la formation. Mais n'oublions jamais une chose. Si vous prenez une aiguille, que vous les pointez sur le doigt d'Aliou Cissé ou du mien, on ressent la même douleur. Donc le football est universel. On n'a pas besoin d'être un professionnel pour pouvoir jouer au foot. Les meilleurs footballeurs ici au Sénégal, quand ils vous disent que dans les années 60, 70 jusqu'à 80, c'était des photos, ils voulaient refaire les mêmes images qu'ils voient à travers les photos. C'est plus tard que la vidéo est venue, c'est plus tard que d'autres canevas sont venus. Mais en réalité, l'échec, nous tous, ça nous est resté là à travers la gorge, parce que juste, on a vu qu'on pouvait faire mieux, on n'avait pas le meilleur classement. Mais nous avions décidé que M. Aliou Cissé, à travers nos instances, serait le coach. Moi, je suis pour qu'on le reconduise, parce que pour l'année prochaine, il ne ferait pas la même sottise, vraiment, si je me permets de ça. Bon, je vois un petit peu de scepticisme dans l'expression de Sarah. De Ibou, donc bon, chacun, puisqu'on est quoi, 18 millions de coachs au Sénégal, je crois que bon, on peut se comprendre. On est tous des experts. On est tous des experts finalement, parce qu'on aime ce sport-là, on aime le foot, on aime notre équipe nationale, et cet échec, ça fait encore mal, parce qu'on se dit encore une fois qu'il y avait de la place pour le Sénégal. On avait la meilleure équipe de ce tournoi-là, et tous les spécialistes sont d'accord pour le dire. Donc pourquoi face à la Côte d'Ivoire, on a offert à nos... cette pâle copie, j'allais dire, du Sénégal, on n'a pas compris. Donc, il y a forcément des raisons à analyser. Bon, Aliou Cissé partir ou pas, de toutes les façons, pour le moment, il est là. On a des compétitions qui arrivent déjà. Bien sûr. Il faut préparer l'équipe. On doit jouer, donc il faut un coach et continuer avec l'équipe. La décision lui appartient, véritablement. Maintenant, il y a des gens qui sont pour et d'autres qui sont contre. Cela va sans dire, il y aura les pour et contre. Mais bon, là, il ne faut pas aussi d'un côté... Quand il y a un échec, c'est pour dire que la prochaine fois, vous corrigez l'échec, les N-1. Là, l'avantage que nous avons, c'est qu'il a apporté Pape Thiaw. Je pense que Malik Daf aussi devrait revenir dans le staff. Plus on aura un staff élargi où la concertation est de mise, serait bien. Mais surtout aussi, dans le sens des récupérations, je pense que j'avais fait une alerte sur la gestion physique de Lamine Camara et de Pape Matar Sarr. Les longues courses intensives qu'ils faisaient, c'est parce qu'on n'a pas impliqué les kinésies au Sénégal. La kinésithérapie, il y a une fédération. Vous vous rendez compte, on est parti avec moins de 3 kinésistes. Vous vous rendez compte, si quelqu'un devait faire un massage à Pape Gueye pendant 30 minutes, reprendre, mais tu le fais sur 5 jours, mais toi-même, tu es épuisé. Alors qu'avec la fédération des kinés, il faut les impliquer beaucoup plus dans les campagnes fortes comme la CAN ou la Coupe du Monde. Si on en a une quinzaine, mais ce serait bien. Vous pensez que Messi ou Neymar ou Cristiano Ronaldo partagent les mêmes kinés que les autres? Non, du tout. Parce que les sponsors lui-même prend en charge ces aspects-là. Donc je pense que les sponsors peuvent prendre en charge tout ce qui est logistique et autres
pour prendre 10 à 15 kinés pour chaque campagne de Cannes et de Coupe du Monde. Parce que tout ce qu'on a pu voir, en réalité, c'est la Pape Gueye. Tout le monde l'a vu. Est-ce qu'un instant où tu as 2 victoires, tu ne devrais pas mettre tes joueurs un peu... Chaque joueur veut jouer. C'est des compétiteurs. Il faut voir comment on les entraîne là, à petit lait. Ça, c'est coach Ibou. Hein. Ah oui, hein, coach Ibou, c'est ça, c'est important. Amadou, est-ce que vous avez pu digérer la pilule de la défaite? Oui, juste au lendemain du match. En fait, moi, je suis du genre très positif et je tire des enseignements, même ce qui semble être du négatif. Oui. On a perdu, je me suis dit que c'est la loi du sport, même si effectivement il y a des enseignements à tirer, on peut être d'accord ou ne pas l'être avec les choix d'Aliou Cissé. Oui. Il l'avait fait au Cameroun. Au début, les gens disaient que bon, coach Ayoul, il n'est pas bien, quelque chose comme ça. Et par la grâce divine, il a remporté la coupe. Oui. Effectivement, il a eu un beau effectif. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Et je pense que lui-même va tirer des enseignements. S'il veut reconduire, s'il veut reprendre l'équipe, s'il veut continuer avec l'équipe, bien sûr, il va effectivement falloir qu'il fasse un bilan, essayer de voir ce qui devrait marcher et qui n'a pas marché, pour que cela puisse lui permettre, en tout cas, de se diriger vers de nouvelles perspectives. Exactement. Donc, effectivement, ça a été très difficile. Mais juste au lendemain de la défaite, moi, j'ai fait passer la C'est ça. Ibou a raison, il y a eu des manquements. Tout à fait. Faire l'analyse de tout ça et pour que cela ne se reproduise plus, parce qu'on a toujours un très bon effectif. Ce serait dommage que pour les prochaines campagnes, on s'arrête aussitôt dans la compétition. Il y avait vraiment de la place. Et moi, c'est ce qui me fait encore mal. Vraiment. Non, il y avait de la place. Beaucoup de place. Et il y avait de la place. Et on revient à Toumani qui nous parlait tout à l'heure de beach soccer, du beach soccer justement avec cette victoire du Sénégal. J'espère que c'est bon maintenant. Mon nom voulu parce que je n'ai pas regardé la compétition du beach soccer. Mais je vous promets qu'à partir du prochain match, je vais suivre, Inch'Allah. Demain. C'est demain, oui, la prochaine sortie. Le Japon. Et je viendrai avec mes commentaires. Oui, bien sûr. Je vais essayer de faire comme Club Sport qui est de l'autre côté de plateau, Ibou à droite. Merci Toumani. Alors, à 6h passées de 53 minutes, nous allons passer justement à la chronique sociétale de Ibou qui nous parle aujourd'hui du port de casque qui est une obligation au Sénégal. C'est pas seulement au Sénégal, justement, c'est une mesure universelle, mais on va spécifiquement parler du cas du Sénégal puisque c'est le cas qui nous intéresse, Ibou. Oui, absolument. Déjà, en 2005, il y avait une loi pour l'obligation du port des casques. Mais en 2011, je pense que tout le monde s'en souvient encore à Kaolack, où il y a eu des événements, des manifestations pour dire que nous ne sommes pas d'accord pour le port des casques. Et je me suis mis à réfléchir comme ça, à me dire, mais tiens, pourquoi ils ne devraient pas être d'accord? En réalité, si on comprend le contexte de Kaolack, Kaolack n'est pas l'Alaska quand même, c'est l'inverse. Il fait très chaud, très chaud. Porter un casque, et je me suis dit, mais tiens, donc ce casque qu'on les proposait, c'est cela qui les gênait. Donc, à l'époque, le gouvernement avait dit, bah, écoutez, on va fermer les yeux, mais le 1er janvier 2012, obligation de porter le casque. C'est une très bonne chose. Après, je suis parti sur l'aspect économique. Je vais demander une obligation que Sarah, tout le monde porte un casque parce que vous êtes transporté à travers un scooter, mais il n'y a pas une industrie au Sénégal pour supporter ça. Nous n'en avons pas. Jusqu'à ce jour, on n'a pas encore une usine qui crée des casques dans notre pays. Mais on fait une obligation de porter le casque. Mais après, c'est pour des mesures de sécurité avant tout. Cela va sans dire. Oui. Mais quand vous proposez qu'il y a telle exigence dans tel territoire, n'est-il pas plus pertinent également de mettre une industrie à côté? Donc, cela va sans dire que de se poser la question, mais si je n'ai pas de casque, qu'est-ce que je fais? Donc, je n'utilise pas. Mais avant le casque, c'est juste le justificatif. Je suis parti voir la loi. Est-ce qu'il y a une obligation que quand vous vendez un scooter, qu'il y ait une obligation de fournir le casque? Il n'y en a pas. Donc, vous voyez, il y a plusieurs dichotomies. Je me suis dit, mais tiens, malgré tout ça, quand même, continuons la réflexion. En termes d'emploi, pourquoi il y a les scooters au niveau de Dakar, beaucoup plus à Dakar? Parce que de tradition, c'était vers le sud, vers l'est, le Sénégal oriental, et jusqu'à peu près Kaolack. Et c'est tout récemment avec les tchak-tchak, les motos de Jakarta. Les nouveaux métiers. L'emploi y est, on parvient à le voir. Je n'ai pas cherché il y a combien de chiffres ou pas, n'est-ce pas? Mais je ferai ça avec la direction de l'emploi pour mieux aider la prochaine fois, avoir ces indicateurs. Et le paradoxe, c'est qu'avec le casque, c'est l'importation.
Donc, les scooters ne sont pas fabriqués au Sénégal. Les pièces détachées ne sont pas fabriquées au Sénégal. Le casque également n'est pas fabriqué au Sénégal. Mais durant toute cette chaîne de valeur-là, nous sommes de simples consommateurs. On ne gagne rien. Alors qu'un État a besoin d'avoir une part de fiscalité pour pouvoir assumer ses obligations régaliennes, comme l'école et autres. J'en viendrai dans une autre chronique sur les impôts. Oui. Sur le port du casque, je viens, j'achète le casque. Mais j'achète le casque où? Importé. Est-ce que c'est normé? On ne sait pas. C'est un casque pour un bulldozer, c'est un casque pour X ou Y. L'essentiel, c'est que c'est un casque. Oui. Alors qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Et je me suis dit, mais tiens, le ministère de l'Industrie, le secteur privé, qu'est-ce qu'ils attendent pour cette partie-là de pouvoir bloquer les importations de casques et de faire une production? Parce que la production de casques, qu'est-ce que c'est? C'est de la silicone, c'est de la plastique. Mais le métier lui-même, ça ne demande pas la haute qualification. Ce n'est pas des bac plus 10 pour cette fabrication, c'est à la chaîne. Qu'est-ce qui nous empêche de faire focus sur cela et de pouvoir se dire, ben tiens, au moins nous allons créer des emplois dans l'industrie pour les casques d'abord, ensuite sur les pièces détachées, pourquoi pas, et tout ce qui est accessoire des scooters. Parce que le scooter lui-même, il y a la partie fer, mais il y a beaucoup plus d'accessoires en plastique, etc., etc. Donc je me dis, mais pourquoi on ne s'interpelle pas en faisant la loi? Oui, il faut la loi pour préserver des vies. Et quand j'ai appelé un peu partout, je félicite le cher Tako, qui a été nommé tout récemment le directeur de la couverture maladie universelle, qui a fait du bon boulot, pareil que la DGS, la direction qui s'occupe de la direction générale des établissements de santé, parce qu'en cherchant des indicateurs, je me suis rendu compte que les traumas qu'il y a dans les accidentés, sur 500 accidentés, les 400 et quelques viennent des scooters. C'est ça. Donc, toujours le port du casque. Ce que tu disais tout à l'heure, Adama, que c'est une très bonne chose pour préserver la vie. Mais sur l'aspect économique, on ne gagne rien du tout. Je rappelle que les scooters ne sont pas fabriqués chez nous, les casques ne sont pas fabriqués chez nous. Donc, sur l'ensemble de cette valeur, c'est zéro pour nous, zéro fiscalité, zéro bénéfice. Mais d'un autre côté, il y a les emplois qui sont créés. Quelqu'un me disait tout à l'heure en coulisses qu'il a pu observer que dans les emplois de ceux qui sont dans les scooters, c'est beaucoup plus ceux qui viennent de l'exode rural. Oui, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que c'est parce que c'est une bonne chose qu'on va fermer les yeux sur le port des casques? Pour moi également, d'un autre côté, j'ai pu voir à travers des vidéos, en cherchant, pour moi c'était une quinzaine juste d'agressions. Vraiment, j'ai dit juste d'agressions à partir des scooters. Non, j'ai pu voir à peu près une cinquantaine de vidéos où les agressions ont été faites à partir des scooters. Mais il est possible, dans mon métier de base des systèmes d'information, il est possible de créer un casque, à partir de ce casque, de faire une géolocalisation de ce casque, à partir de ce casque-là qui est lié au scooter, de telle sorte que quiconque utilise sa moto, son scooter, son casque, pourra être identifié. Est-ce qu'il fait partie des probables agresseurs ou pas? Parce que chacun, comme ça, on ne sait pas qui agresse, qui n'agresse pas. Et puis le port du casque va beaucoup plus favoriser encore davantage, parce qu'on ne va pas voir le faciès. Mais si avec le système RFID au niveau du casque, l'État peut dire que, mais tiens, ce sera un coût supplémentaire. Au contraire, il faut payer. C'est une obligation, c'est une loi d'abord. Vous achetez le scooter, maintenant vous achetez le casque dans des boutiques labellisées. Et dans ces boutiques labellisées, quand vous arrivez, vous avez des casques qui sont géolocalisés. Donc, à défaut, oui, on peut soupçonner que c'est votre scooter qui a permis de faire des agressions. Mais si vous n'aviez pas eu le port de casque et qu'on l'avait géolocalisé à Guédiawaye et que l'agression s'est faite à Nord-Foire, ben forcément, vous aurez une amende. Ce qui permet de renflouer la caisse de l'État, les caisses de l'État. Oui. Et c'est à cause justement de ces agressions qui ne sont qu'une partie malheureuse de tout ce que tu es en train de dire, que les populations ont vraiment une phobie, une certaine phobie de ces scooters-là, alors que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a de nouveaux métiers, la livraison, les tchak-tchak, et justement Amadou a sans doute beaucoup de choses à nous dire sur ça, puisque énormément de jeunes se lancent maintenant de plus en plus dans ce secteur, qui n'est pas non plus sans risque, comme l'a souligné Ibou. Et voilà, merci pour la pertinente chronique. C'est important de relever cette question-là. Je pense que c'est un nouveau métier, effectivement, que l'on vient de découvrir, surtout au niveau de Dakar. Voilà, parce qu'effectivement, au niveau des régions, Kaolack, Ziguinchor, dans le Sénégal oriental, ça c'est en quelque sorte une coutume. Vous allez à Kolda, vous voyez que c'est même les femmes qui sont en scooter et tout.
Et c'était à Kaolack où on pensait que c'est l'épicentre effectivement de la moto. Jakarta. Actuellement, on s'est rendu compte qu'à Dakar, il y a beaucoup de motos qui circulent, surtout à cause des problèmes de circulation avec les embouteillages. Parfois, on en a besoin parce que ça nous facilite le déplacement. Oui. Et donc, moi, je pense que l'idéal serait d'abord de les sensibiliser sur l'importance, effectivement, du port du casque, mais aussi sur tout ce qui peut, en fait, s'en tirer comme métier. Oui. Le tchak-tchak est une partie, effectivement, avec les livraisons. L'idéal serait de les professionnaliser, de faire en sorte, effectivement, qu'ils puissent être déclarés pour que l'on puisse avoir des chiffres exactement sur le nombre de personnes qui utilisent les motos et qui est-ce qui utilise la moto pour juste son transport et qui est-ce qui l'utilise et en fait un métier. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que même ceux qui ont leur moto et l'utilisent pour aller au travail, les week-ends, ils s'en servent pour faire du tchak-tchak, pour dire que c'est effectivement une source de revenus non négligeable. Et je pense que l'État gagnerait à très tôt s'impliquer davantage, voilà, à encadrer les jeunes. Parce que voilà, comme nous sommes dans le secteur de l'entrepreneuriat, on voit qu'actuellement, c'est extrêmement difficile de trouver un emploi dans les entreprises ou entre autres. Donc, certains, effectivement, créent leur propre activité génératrice de revenus. Donc, les motos, voilà, c'est une aubaine si, effectivement, on prend conscience de leur utilité, de leur importance surtout. Voilà, la chaîne de valeur, on peut en parler dans d'autres secteurs, c'est un problème. Et je pense que l'État gagnerait, comme je l'ai dit tantôt, à vraiment s'impliquer davantage et à saisir cette opportunité-là qui peut permettre quand même à notre économie de pouvoir voilà, aller de l'avant. C'est ça. Et ajoutez-vous que c'est d'autant plus important de les professionnaliser, comme il dit, et d'instaurer cette culture du port du masque, d'autant plus qu'il y a maintenant beaucoup de Sénégalais qui font appel à ces scooters pour plus de mobilité, comme il a dit. Et il y a même des taximans qui dénoncent une concurrence déloyale avec ces scooters. Donc c'est important quand on transporte quelqu'un, c'est important quand même, parce que c'est une vie humaine de préserver cette vie, d'où l'importance, encore une fois, de porter le casque. Lors de mes échanges avec certains, ils me disent que oui, mes grands-pères, il faut savoir aussi que c'est beaucoup plus les taxis qui volontairement, des fois, nous jouent au coude. Ce qui est presque d'un côté, c'est une concurrence malsaine. Mais c'est l'encadrement qu'il faut. Oui. Parce que l'impact en termes d'environnement d'abord, parce que si vous avez plus de 400 à 500 000 scooters dans une ville comme Dakar, vous contribuez également à la dégradation de l'environnement, les asthmatiques, etc. Et enfin, je pense que dans l'encadrement, il y a également un métier qui pourrait se faire, les premiers soins, les premiers secours. Un brevet devrait être obligatoire pour les premiers secours parce que je suis quelqu'un de profondément attaché à l'État. Déjà, je travaille comme conseiller technique. Donc, pour moi, sans État, ce n'est même pas l'anarchie, c'est le néant. Donc, tout ce qui rapporte de l'argent à l'État, moi, je parviens à voir où ça peut aller. Avec un brevet de secours, les premiers soins, avec les sapeurs-pompiers, avec peut-être d'autres organisations médicales qui peuvent encadrer pour que, obligatoirement, au moment de certificat de mise en consommation qui est délivré par les services douaniers, obligatoirement d'avoir ce brevet de secours. Je veux un scooter, j'en fais un travail, ou même je l'utilise pour mes transports domestiques, etc. On dit, OK, dès l'instant que vous faites la demande de certificat de mise en consommation, on vous exige d'avoir le brevet de secours qui est délivré par nos institutions qui sont en charge de ce secteur, comme les sapeurs-pompiers. Et vous payez un abonnement mensuel ou annuel, ça permet de renflouer les caisses de l'État qui en ont toujours besoin. Et de l'autre côté, ça donne au moins les premiers soins. Parce que l'autre côté aussi, c'est que quand j'ai échangé avec certains spécialistes de trauma, qui me disent, on a des corps qui sont déflagrés comme ça, sans qu'on puisse savoir même. C'est juste l'information qui cause les pertes en vie. Alors qu'en réalité, avec un casque qui est géolocalisé, mais on parvient à avoir le dossier médical du patient. Il suffit juste avec un lecteur QR code dans les services d'urgence et tout de suite, on peut voir, ah, il s'appelle Ibouba, ah, il est tel groupe sanguin, etc., etc., etc. Donc, c'est toujours très primordial de préserver l'emploi, mais l'emploi d'abord, c'est à partir de la vie. Et pour cette vie, le port des casques qui demeure obligatoire. Même si ce n'était pas une loi sénégalaise, même si ce n'était pas un cadre juridique contraignant, le bon sens aurait voulu qu'on puisse se dire, mais tiens, je me protège. Et comment me protéger? D'abord la tête. Parce que quand on chute, ce qu'on met, c'est la tête, la main, le coude. Et c'est fracassé parce qu'à partir de là, quand c'est fracassé,
C'est malheureux. C'est ça. Sarah? Oui, il y a tellement de sujets, tellement d'aspects abordés par Ibou ce matin et tout est assez intéressant. Comme disait tout à l'heure Amadou, je vais peut-être commencer par le volet sécurité dont tu parlais tout à l'heure. C'est vrai qu'on peut avoir des casques géolocalisés et tout ça, mais il faut savoir aussi que le casque que Ibou utilise, demain, il peut le prêter à son frère. Donc, c'est pas des casques, comment on va dire à usage personnel. Finalement, il y a beaucoup de gens qui utilisent ces casques-là. Mais c'est des pistes de réflexion pour voir évidemment comment sécuriser davantage ce secteur-là. Les scooters, je crois que c'est à Kaolack qu'il y a une salle, au niveau du centre de santé, une salle qui s'appelle salle Jakarta. C'est pour dire à quel point il y a tellement d'accidents liés à ces motos que finalement, la salle porte carrément le nom de ces Jakarta-là. Et pendant longtemps, on a pensé que ce serait en région et que ça ne viendrait pas à Dakar, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Au début, on pensait que ce serait pour les transports des objets tout simplement et les livraisons, mais les transports de personnes également. Aujourd'hui, on le constate, il y a même des endroits où ils sont stationnés, où les gens vont directement, ils prennent, je ne sais pas si on doit dire tchak-tchak, si on doit dire Jakarta, en tout cas, ils prennent... On va parler peut-être de mototaxi finalement, parce que c'est un peu ça. On est un peu comme à Ouaga ou à Cotonou ou à Lomé, où on a beaucoup de mototaxis finalement. C'est à Dakar aussi maintenant. C'est le transport de personnes. Ça permet à de nombreux jeunes aujourd'hui d'avoir une source de revenus. Mais maintenant, il faut encadrer le secteur. Et je crois que ça commence par l'immatriculation. Il y a une obligation d'immatriculation pour ces motos-là. Dès l'instant que ces motos sont immatriculées, quand on parle de vol ou d'agression, on peut déjà savoir à peu près qui a commis cette agression. Parce qu'on sait que cette moto est immatriculée au nom de quelqu'un. À partir de là, on peut commencer à mener des enquêtes. Donc, immatriculation obligatoire. Il faut contrôler tout cela et que ce soit le cas pour tous les scooters. Ensuite, les questions de sécurité et de prévention routière, on a longtemps sensibilisé. Et je crois que c'est une question personnelle également. Quand on est sur une moto, même ceux qui sont transportés doivent porter des casques. Absolument. C'est pas seulement la personne qui pilote la moto. J'ai l'impression que dès que la personne qui pilote la moto a un casque, eh bien la personne transportée se dit c'est bon, ça va. C'est pas le cas. Il faut que les deux personnes, parfois on va jusqu'à 3. Oui, les enfants. C'est pas normal. On prend des risques. On prend beaucoup de risques, mais j'ai vu au Cameroun qu'on pouvait transporter 8 personnes. 8 personnes? Oui, sur une moto. Je l'ai vu en Afrique centrale et au Cameroun particulièrement. Impossible n'est pas africain. En fait, tu as bien raison de le dire. Finalement, c'est des motos qui sont modifiées un tout petit peu pour qu'il y ait un peu plus de place. Mais ça reste dangereux. Donc, je veux dire que la question de la protection, la question de la prévention routière, de la sécurité routière, ça part de là également. Il faut que ce soit une obligation pour toutes ces motos-là et toutes les personnes qui se trouvent sur ces motos de porter un casque et que nos forces de défense et de sécurité nous aident également dans le contrôle de tout cela. Et je vais peut-être terminer par toujours la sécurité routière. Nous qui avons nos propres véhicules, on se rend compte que certains, parce que je ne veux pas dire tout le monde, certains conducteurs d'engins à 2 roues, je veux citer notamment les scooters, ne respectent pas toujours les feux de signalisation ou le code de la route. C'est tellement dangereux. Vous arrivez à un feu rouge, vous vous dites, il est vert, moi je peux y aller. De l'autre côté, c'est rouge. En principe, tout le monde doit s'arrêter. Et double à droite aussi. Je vous assure, ils aiment tellement les espaces étroits. Ils ne s'arrêtent pas et vous prenez le risque de... C'est ça. De faire un choc de l'électricité. Surtout avec les camions. Il faut faire attention. Même dans les péages, on vous double à gauche, on vous double à droite. C'est-à-dire, vous faites attention à la moto qui est sur votre gauche, il y en a une autre qui est sur votre droite. C'est ça. Donc, le code de la route, c'est important. On finit par le côté économie, c'est des opportunités d'emploi pour les jeunes. Il faut absolument qu'on crée une industrie autour de cela. Fabriquer des casques, des motos ici, c'est possible. La connaissance est là, l'ingénierie est là. À Diamniadio, il y a un centre dédié justement il y a une chaîne de montage. À l'industrie. Le centre industriel de Diamniadio existe. Donc je pense qu'il faut réfléchir également au niveau des structures mises en place par l'État, et on en reparlera tout à l'heure dans la rubrique invitée, à comment accompagner ces jeunes à mieux se formaliser et à tirer davantage profit de ce secteur-là. Exactement, Toumani. Pour parler un peu de chiffres, je vais dire, et d'organisation surtout, il y a une association des tchak-tchak qui existe ici au Sénégal, et le président d'ailleurs a été reçu dans une des émissions de la RTS, et il parlait un peu des chiffres. Plus de, disons, 30 000 tchak-tchak, bien livreurs qui existent ici au Sénégal, tout en prenant en compte ceux qui n'ont pas été recensés par cette association. Absolument. Et en parlant également du port des casques, je pense que les clients, maintenant, c'est transport et livraison. Les clients qui vont demander à un tchak-tchak de
Ils peuvent aider comment? C'est-à-dire en obligeant, ou bien si le tchak-tchak se présente sans casque, ou bien sans les deux casques. Finalement, comme Sarah l'a dit, il faut deux casques, c'est-à-dire le transporteur et toi, le client. Si le tchak-tchak ne te propose pas de casque et lui-même n'a pas de casque, ben, choisir un autre tchak-tchak. Oui. Après, c'est vrai qu'avec les on préfère prendre le risque de prendre ces tchak-tchak sans casque. Mais je pense que nous, Sénégalais, nous, clients, entre guillemets, peuvent résoudre ce problème justement en choisissant les tchak-tchak avec cet aspect-là, le port du casque. C'est ça. Merci, Toumani. J'ai vu des vidéos très drôles sur le net où les gens ont choisi des marmites comme casque. C'est pas moi. Ça, c'est encore pire. Hein? On ne parle pas de ça. Hein? Non, et surtout, enfin, pour l'aspect économique, le TER gagnerait à travailler avec les fédérations des scooters. Comme ça, en attendant, parce que c'est un système satellitaire, hein, quand on met un métro, un tramway, un TER comme ça, après le système satellitaire, c'est qu'au moment des arrêts, il y a aussi des bus, des taxis, des scooters. Je pense que beaucoup plus déjà dans la banlieue qui est traversée par le TER, qui est une bonne chose, que je prends souvent, et très souvent même, pour ne pas dire tout le temps, c'est qu'à chaque arrêt, qu'ils puissent labelliser avec les associations des scooters pour pouvoir transporter les voyageurs qui ont encore des last mile à faire de 2 ou 3 ou 5 km. Je pense que ce serait une opportunité économique également. C'est ça. Merci beaucoup pour cette belle chronique et pour ces perspectives très intéressantes dans ta chronique sociétale de ce jour à 7h passées de 12 minutes. C'est l'heure maintenant. Je pense que la transition a été faite. C'est l'heure maintenant de recevoir notre invité du jour. Et il s'agit de Amadou Sané. Sarah, il est consultant formateur en entrepreneuriat et en communication. Il est en même temps responsable de la communication de KaiJob Sénégal. KaiJob Sénégal, vous le connaissez sans doute puisque ça fait quand même assez longtemps qu'on en parle. C'est une plateforme de soutien aux entrepreneurs sénégalais surtout, n'est-ce pas, Sarah? Tout à fait. Et c'est bien cela. Et là où on voit des difficultés, les entrepreneurs voient tout simplement des opportunités, des débouchés, un peu comme les embouteillages sont des difficultés. Il y a des solutions justement avec les scooters, les tchak-tchak. Bon, c'est vrai qu'il y a le BRT et le TER qui sont également là pour essayer d'apporter des solutions. Mais tout ça, c'est des sources d'emploi pour les jeunes. On va peut-être commencer à présenter à nos téléspectateurs qui ne connaissent peut-être pas cette plateforme, KaiJob Sénégal. Qu'est-ce que c'est exactement, Amadou Sané? Alors, on l'a mis en place déjà il y a 5 ans de cela. Alors, KaiJob, c'est une plateforme effectivement que nous avons mis en place et c'est parti d'un constat que nous avons fait. Et le constat, en fait, était qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés ou pas qui, à un moment de la vie, ont effectivement besoin de trouver un emploi, voilà, pour pouvoir joindre les deux bouts. Comme je l'ai dit tantôt, avec un CV et une lettre de motivation qu'on dépose un peu partout, il est parfois difficile de décrocher ne serait-ce qu'un entretien d'embauche. Donc, certains ont compris que l'enjeu était de créer une activité génératrice de revenus, de mettre en place leur propre business. Alors, nous, on s'est rendu compte que, disons, 5 ans en arrière ou plus de 10 ans en arrière, les grands médias n'accordaient pas beaucoup de temps d'antenne à ces jeunes-là qui ont leur propre activité, qui sont des entrepreneurs ou tout simplement des businessmen. Donc, alors, on s'est dit que ce serait l'occasion d'utiliser un outil qui est utilisé par plus de 3 milliards de personnes. Cet outil n'est autre qu'Internet. Donc, on va utiliser Internet pour mettre la lumière sur ces jeunes-là à travers une émission dénommée KaiJob et à travers des publications sur nos plateformes Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Donc, c'est parti de là. D'habitude, au départ, on ne faisait que des publications sur les réseaux et voilà, on tournait une émission avec des jeunes qu'on choisissait ou qu'on nous recommandait et qui étaient diffusés sur une plateforme YouTube. Alors, après, on s'est dit que suite au retour que nous recevions, on s'est dit qu'on ne peut plus se limiter à faire une émission ou à faire des publicités, des posts sur les réseaux sociaux. Et donc là, il fallait s'assigner d'autres missions. L'accompagnement technique, le renforcement de capacités, l'orientation, les conseils, entre autres. Donc, nous sommes en tout cas actifs sur tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi, sauf les financements. Parce que nous n'avons pas encore assez de moyens pour pouvoir accompagner les jeunes. Peut-être après, on y reviendra. Mais en tout cas, de manière voilà, un peu résumée, voilà un tout petit peu l'idée de KaiJob. Et depuis 5 ans maintenant, nous avons essayé de marquer notre empreinte quand même sur l'échiquier entrepreneuriat sénégalais. Cette plateforme regroupe aujourd'hui à peu près combien de jeunes entrepreneurs? Nous sommes 6 actuellement.
fondateur, parce que nous sommes constitués en GIE. Mais nous avons une panoplie d'entrepreneurs qui avoisine les 300 entrepreneurs qui sont recensés. Nous avons une base de données avec différents secteurs d'activité. Mais depuis 5 ans, directement ou indirectement, nous avons travaillé avec au moins plus de 700 entrepreneurs sénégalais, africains, sénégalais basés au Sénégal ou sénégalais basés à la diaspora, voilà, que nous avons pu recenser aussi. Kaijob est labellisé par l'ADPME et Enabel également, l'agence belge. Qu'est-ce que ça apporte de plus ou qu'est-ce que ça change dans le fonctionnement? Ça crédibilise un peu ce que nous faisons. Parce que quand on est jeune et qu'on met en place une plateforme qui accompagne des jeunes, surtout sur une thématique assez intéressante qui est l'entrepreneuriat, et qu'il y ait des structures étatiques, ADPME, tout le monde reconnaît son sérieux, tout le monde reconnaît que c'est une structure quand même, voilà, qui depuis bien longtemps a pu accompagner des entrepreneurs sénégalais. Donc s'ils nous ont labellisés et que Enabel également nous labellise, ça crédibilise effectivement ce que nous faisons. Ça veut dire qu'ils vous envoient de jeunes entrepreneurs à accompagner ou pas? Effectivement. Et là, bon, peut-être après, on y reviendra sur les perspectives. On est en train de travailler avec eux sur une initiative qui s'appelle Kaijob dans ma commune. Donc voilà, avoir ces structures-là à nos côtés, comme je l'ai dit, ça crédibilise ce que nous faisons. Ça montre qu'il y a du sérieux et que ça montre effectivement que le contenu que nous proposons aux jeunes est approprié. Mais ce n'est pas non plus du bénévolat. Vous devez trouver des partenaires pour pouvoir, parce qu'une formation, ça a un coût également. Quel est le business model derrière cette plateforme? Alors, ce que nous faisons, je dirais qu'à plus de 60%, c'est du bénévolat. Parce qu'il faut rappeler, c'est que nous qui avons mis en place Kaijob, nous avons nos propres activités. Moi, j'ai un cabinet de consultation en communication, Djorgay aussi, pareil, Mohamed. Chacun d'entre nous a son propre business. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous avons fait en sorte que nos différentes expertises puissent effectivement bénéficier à la communauté de Kaijob. Donc, les jeunes qui viennent nous voir, certains viennent avec juste l'envie d'entreprendre. Ils n'ont ni idée de projet, ils n'ont ni business plan, ils n'ont absolument rien. Donc, ils viennent te voir et te dire, bon, grand, je veux entreprendre et je ne sais pas quoi faire. Donc, à partir de là, nous, on essaie d'accompagner ce jeune-là déjà à le canaliser pour lui permettre, autant pour moi, de trouver une idée de projet. Et dès l'instant qu'il aura trouvé une idée de projet aussi, on l'accompagne dans la concrétisation de cette idée-là. Ça, on ne peut pas le facturer à un jeune. C'est un jeune qui n'a pas assez de moyens. Et vous avez raison de on dire que c'est du bénévolat. Oui, c'est du bénévolat. Il y a un business model, effectivement. Donc, les publications que nous faisons sont facturées et à 10 000 francs sur 4 plateformes qui avoisinent plus d'1 million d'interactions, rien que sur Facebook. Donc, vous comprendrez nettement qu'effectivement, l'idée de Kaijob, c'est social et du bénévolat. Exactement. Oui, mais effectivement, à un moment aussi, nous avons besoin de budget de fonctionnement parce qu'on a un local qu'on paye, on a l'Internet, on a etc., etc. Donc, parfois, il y a des institutions qui viennent nous voir, qui veulent utiliser nos plateformes, pas pour qu'on les accompagne techniquement, mais pour faire passer leur activité. Donc là, effectivement, ça nous permet de nous faire de l'argent. Et il y a aussi des structures comme l'ADER, comme aussi l'ADPME, qui parfois nous accompagnent et nous octroient aussi des appuis. Ça aussi, ça nous permet un tout peu de nous en sortir. On va maintenant parler de l'écosystème des PME, des petites entreprises ici au Sénégal. On constate que généralement, le taux de survie est très faible, même si c'est un écosystème très dynamique parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui créent leur propre société, leur propre structure, leur propre entreprise. Vous, comment est-ce que vous analysez tout ça? À votre avis, quelles sont les raisons de ces échecs-là? Alors, vous avez effectivement raison, parce que si vous interrogez les statistiques, on dit que plus de 70% des PME n'atteignent pas la 3e année d'existence. C'est ça. C'est assez catastrophique, ça fait peur. Mais les raisons, en fait, elles sont multiples. Comme je l'ai dit tantôt, parfois, moi, ce que je constate est que beaucoup de jeunes aujourd'hui se lancent dans l'entrepreneuriat dans un secteur bien déterminé, sans pour autant essayer d'avoir le maximum d'informations nécessaires. Il y a ce que j'appelle le suivisme. Par exemple, vous voyez Adama qui est dans un secteur d'activité, qui se fait de l'argent, qui s'en sort bien, et tu te dis, bah attends, je vais faire pareil. C'est ça, c'est ce qui alors que les motivations ne sont pas pareilles. Donc ça aussi, c'est un problème. L'autre élément aussi, c'est un problème de financement. Parfois, les jeunes contractent des financements et n'ayant pas derrière un business model qui leur permettra effectivement de pouvoir se faire de l'argent pour pouvoir rembourser cet argent-là. Et du coup, à 3 ans, 4 ans après, l'entreprise disparaît. L'autre élément aussi, c'est parfois on ne maîtrise pas effectivement le marché dans lequel on veut effectivement développer notre business.
ce qui peut marcher à Dakar peut ne pas forcément marcher dans une autre région du Sénégal. C'est pourquoi il est important, comme on le dit tantôt, de pouvoir en fait faire une étude de marché avant de se lancer dans n'importe quel secteur d'activité, pour voir effectivement si le besoin est là. Si le besoin n'est pas là, comment est-ce que je peux créer le besoin pour après apporter la solution au bénéfice de la communauté de manière générale. Donc il y a effectivement plusieurs panoplies d'éléments qui font en sorte que beaucoup d'entreprises disparaissent, comme je l'ai dit tantôt, à l'âge de 3 ou 4 ans maximum. Est-ce que le mindset aussi ne doit pas quelque part être revu, parce que l'écosystème des pays anglophones en termes d'entrepreneuriat, il est beaucoup plus dynamique que dans les pays francophones. On a l'impression que là-bas, ça marche mieux que chez nous, dans nos pays francophones. On se demande pourquoi. Est-ce que quelque part, c'est parce que chez eux, on apprend aux jeunes à entreprendre très tôt? Est-ce que c'est dans les écoles qu'on forme déjà ces jeunes entrepreneurs? Pourquoi on a l'impression que chez eux, ça marche mieux que chez nous? Effectivement, c'est en quelque sorte, je peux dire que c'est culturel. Comme vous l'avez dit, dans les écoles, on les apprend très tôt à être autonomes, à mettre en place leur propre activité génératrice de revenus. Mais si vous regardez aujourd'hui dans les pays francophones, au niveau de la France, en quelque sorte, vous voyez que beaucoup de jeunes prennent beaucoup de temps dans les études. Et dans les études, nous sommes trop dans la théorie. Ça aussi, c'est un problème. Donc, effectivement, ça ne participe pas à développer un bon mindset pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, je suis de ceux qui disent que normalement, le jeune ou la jeune qui est en tout cas au niveau de l'école doit au moins à partir de la 3e se spécialiser et être préparé à entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, si l'ANSD vous dit que, par exemple, chaque année au Sénégal, on a à peu près 300 000 nouveaux diplômés sur le marché du travail, ce qui fait comprendre nettement que l'État ou aucun État dans ce monde ne peut chaque année absorber ce nombre-là. C'est extraordinaire. Donc, c'est pourquoi il est important, dès le bas âge, d'essayer d'inculquer ces valeurs-là ou d'essayer d'inculquer, en tout cas, un mindset d'entrepreneuriat à tous ces jeunes-là. Leur faire comprendre que oui, vous êtes à l'école, vous êtes à l'université, vous pouvez avoir des diplômes, mais ces diplômes-là peuvent effectivement ne pas vous permettre d'avoir un emploi dans une entreprise. Et que ce serait bien de pouvoir vous dire qu'à un moment de la vie, j'aurai besoin de mettre en place mon propre business. Comme disait un de mes mentors, qu'actuellement dans le monde, il est beaucoup plus facile de créer un emploi plutôt que d'en trouver. Donc c'est en quelque sorte culturel. Il faut qu'à bas âge, il faut que dans les écoles, que ce soit au niveau de l'école primaire ou des collèges, qu'on inculque ce mindset-là à ces jeunes-là sénégalais. Sinon, ce sera très difficile de s'en sortir. Oui, et beaucoup ont peur justement de se lancer dans l'entrepreneuriat. On n'a pas ce goût du risque, d'où la culture dont on parlait, parce qu'on se dit, entreprendre, on sait que ce n'est pas facile. Il faut beaucoup de sacrifices, beaucoup de moyens personnels aussi. Beaucoup de patience. Et beaucoup de patience. Donc, ça pourrait expliquer un petit peu pourquoi ces petites entreprises ne font pas... pas dans la durée, exactement, ne durent pas longtemps. Et ceux qui réussissent... Peut-être vous avez le secret peut-être de ces entreprises qui parviennent à passer ce cap-là, les 3 premières années qui sont souvent très, très difficiles à Alors, je dis souvent dans les interventions que je fais que pour moi, les b.a.-ba de l'entrepreneuriat peuvent se résumer en 3 P. La passion, la patience et la persévérance. Si aujourd'hui on n'est pas passionné dans le secteur d'activité, on ne peut pas s'y durer. Comme vous l'avez dit, l'entrepreneuriat, moi je le dis très souvent que ceux qui pensent que c'est facile, ils ont carrément tort. C'est extrêmement difficile d'entreprendre, surtout au Sénégal. Donc si on n'est pas passionné, mieux vaut ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Si on n'est pas capable de patienter, mieux vaut ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Et il faut être persévérant. Parce que des chutes, on en connaîtra, de la faillite, on en connaîtra. Donc, il faut être endurant pour pouvoir s'en sortir. Ceux qui, aujourd'hui, peuvent être définis comme étant des modèles au niveau de l'entrepreneuriat sénégalais, mais s'ils vous racontent combien d'entreprises est-ce qu'ils ont eu à mettre en place qui n'ont pas marché et qui, voilà, après, ils se sont réorientés, se rediriger vers un autre secteur, ça demande effectivement de la passion, de la patience et de la persévérance. C'est ça. Le rôle de l'État, c'est également de mettre en place les instruments qu'il faut pour permettre justement à ces jeunes de pouvoir entreprendre dans de bonnes conditions. Vous avez parlé de financement tout à l'heure. Au Sénégal, il y a l'ADER, il y a l'ADPME pour l'accompagnement technique, mais pas que. Il y a également un programme d'urgence de création d'emplois pour les jeunes.
Il y a également le PSEJ. Donc, il y a beaucoup de programmes aujourd'hui mis en place par l'État du Sénégal et d'instruments, le 3FPT, pour accompagner les jeunes dans cette dynamique entrepreneuriale-là. Vous, est-ce que vous pensez que tous ces instruments sont vraiment efficaces? Est-ce qu'il y a des manquements? Qu'est-ce qu'on pourrait apporter pour mieux redynamiser tout cela, finalement? Alors, c'est vrai que l'État a fait des efforts, effectivement, en mettant en place plusieurs structures qui accompagnent les jeunes vers l'entrepreneuriat. Je rappelle que lorsque le président de la République, Macky Sall, est arrivé, il avait jugé nécessaire de centraliser toutes les structures qui s'activent pour les questions de jeunes en mettant en place l'ANPEJ. Après, on s'est rendu compte qu'après l'ANPEJ, il y a eu l'ADER, il y avait l'ADPME, il y a eu l'ONFP, le 3FP. Il y a beaucoup de structures. Et du coup, le jeune, parfois, se perd. En voulant se lancer dans l'entrepreneuriat, il peut se poser la question de mais quelle est la structure la mieux appropriée pour m'accompagner? Tu vas à l'ANPEJ, il t'accompagne techniquement, l'ADPME aussi peut t'accompagner techniquement et financièrement, l'ADER également pareil. Je pense que ce qu'il y a à faire, c'est de faire en sorte que l'offre soit beaucoup plus appropriée à la demande. Aujourd'hui, le problème majeur du Sénégal et de nos structures, c'est les lenteurs administratives. Donc on doit fédérer tout ça. Carrément, moi je pense que c'est l'idéal. Vous déposez aujourd'hui un dossier de financement dans ces structures-là, le dossier peut prendre plus de 5 mois. C'est ça. Et le jeune n'a plus même. Et le jeune n'a pas vraiment toute cette patience-là pour pouvoir attendre que voilà, un coup de fil lui dise que votre dossier a été reçu. Donc je pense que l'offre parfois n'est pas carrément adaptée à la demande. L'autre élément aussi, c'est que parfois, certains jeunes ont tendance à contracter des financements dans les structures privées, les banques notamment, sans pour autant avoir un bagage nécessaire toujours en termes d'éducation financière. Ce qui fait que parfois aussi, ils ne s'en sortent pas. Donc, je pense que l'État gagnerait, comme je l'ai dit tantôt, à revoir effectivement le fonctionnement de ces structures-là pour déjà pour être beaucoup plus rapide dans la manière de traiter les dossiers qu'ils reçoivent pour pouvoir effectivement répondre exactement à l'attente des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, des jeunes qui veulent entreprendre, il y en a énormément. Et le problème majeur qu'ils te disent, c'est tout le temps un problème de financement. Je place une dernière question. Ensuite, je sais qu'Ibou aussi a globalement des commentaires et des questions. Je voudrais qu'on parle un peu de la question de l'inclusion également. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat des jeunes, il faut qu'on pense également aux femmes, mais pas que, aux couches les plus vulnérables, aux personnes vivant avec des handicaps également. Est-ce que vous qui êtes sur le terrain, vous constatez quand même qu'il y a une certaine équité, un certain équilibre? Est-ce qu'on va vers l'inclusion? On retrouve également ce type de profil dans le secteur de l'entrepreneuriat ici au Sénégal? Effectivement, par exemple, nous aujourd'hui... Et même dans les régions, parce qu'il ne faut pas qu'on s'arrête juste à Dakar. Bien sûr, effectivement. Et récemment, nous étions en tournée dans les régions du Sud. On a fait Ziguinchor, Kolda et Tamba. Et on a vu effectivement que dans ces régions-là, je peux dire même que les femmes ou les jeunes filles sont beaucoup plus actives dans le secteur de l'entrepreneuriat, surtout dans le domaine agricole. À Dakar, effectivement, nous voyons aussi qu'il y a des jeunes. Nous, par exemple, nous avons eu à accompagner des jeunes non-voyants qui sont dans le secteur de l'entrepreneuriat. Malheureusement, j'ai oublié d'envoyer les éléments, mais je pense que ça aurait été important de voir qu'il y a des jeunes non-voyants qui font du marchand ambulant, qui quittent la banlieue pour venir à Dakar et vendre des briquets ou des allumes-gaz. Effectivement, il y a aussi d'autres jeunes qui sont des non-voyants, comme je l'ai dit tantôt, qui tiennent des boutiques, qui font de la vente en ligne, ce qui peut paraître bizarre. Comment est-ce qu'un jeune non-voyant peut se lancer dans la vente en ligne, peut même se permettre de faire des lives sur TikTok, et ça marche bien. Donc nous avons ces cas-là. On a aussi des jeunes filles qui ont des problèmes de mobilité, mais que nous accompagnons, qui sont dans le secteur de l'agroalimentaire, qui font des jus de fruits. Voilà. Donc nous, effectivement, nous voyons que ces jeunes-là, qui sont en quelque sorte marginalisés, ont commencé à prendre conscience que leur place n'est pas toujours de tendre la main, mais ils ont effectivement les moyens qu'il faut pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat et s'en sortir. La DER, effectivement, comme son nom l'indique, DER-FJ, ils ont carrément aussi une importance capitale accordée aux femmes. Je pense que les femmes sont même prioritaires au niveau de la DER en termes de financement. Et les jeunes les hommes dénoncent souvent ça. Ils disent que 40 ans, c'est trop juste. Il faut pousser un peu plus loin, finalement. Toute initiative pour le progrès économique est à saluer. J'en suis fort ravi de voir des jeunes Sénégalais qui exercent dans ce segment. C'est de s'interpeller, entreprendre, mais dans quel secteur? Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de services, pour ne pas dire que tout ce qu'on fait finalement, ce ne sont que des services.
c'est de voir à peu près, vous, dans votre ratio, quel est le segment le plus impactant, où il y a plus d'accompagnement. Ça, c'est un point. Et juste rebondir en commentaire sur l'aspect, les partis anglophones, les partis francophones. En réalité, c'est la religion. Chez les protestants, si vous n'avez pas d'argent, Dieu ne vous aime pas. Si vous avez de l'argent, Dieu vous aime. Vous allez en Allemagne, une partie de l'Angleterre et des États-Unis, c'est les protestants. Et l'autre partie, ce sont les catholiques. Et chez les catholiques, c'est là où on voit la providence, on voit la santé, la famille. C'est pourquoi, dans les pays où il y a la démocratie latine, donc tiré du catholicisme, on voit le ministère de la femme, de l'enfant, etc. Donc, il y a juste cette dichotomie-là. Les autres sont beaucoup plus dans le matos, alors que les autres travaillent dans l'âme. Bon, voilà, c'est philosophique, mais ce sont ces réalités-là, en tout cas, que les études ont pu apporter. Mais dans le cas du Sénégal, on est beaucoup plus inspiré par les catholiques, parce que la constitution même est tirée de l'Église. Hein. Ça vient de la France. La France a été influencée par l'Église. Bref, c'est pour dire que dans votre segment, mais entendre dans quel secteur exactement? Parce que je m'interpelle. Vous mettez Kai Job. Kai, c'est venez. Job, c'est venez travailler. Ouais. Donc, je vois comme un portage où je viens avec, je suis plombier déjà, où j'ai une compétence d'abord. Et vous faites du placement. J'ai cru comprendre cela ou ce n'est pas exactement ça? Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que finalement, Kai Job, quelqu'un qui a une compétence, un jeune plombier par exemple, peut venir et vous le placez? Est-ce que vous fonctionnez également comme une agence de placement? Non. Quels sont les secteurs dans lesquels il y a le plus d'entrepreneurs? Parce que Kai Job signifie cela. Ouais, effectivement, ouais, c'est ça. Alors, le nom, je peux dire que c'est en quelque sorte du marketing. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit Kai Job, effectivement, les gens vont se ruer et te dire Kai Job, donc demain, pour job. Et c'est à partir de là qu'on essaie d'éclaircir à la personne qui vient nous voir que voilà, nous, on n'a pas d'offre d'emploi et qu'on veut que les jeunes se lancent dans le secteur entrepreneurial. D'accord. Ce n'est pas une agence de placement. Ce n'est pas une agence de placement. Mais par contre, on peut parfois recevoir des offres d'emploi qu'on publie sur nos plateformes. Et là, voilà, les intéressés peuvent candidater directement. Par exemple, un jeune qui est plombier, qui vient nous voir et nous dit « job », nous, on essaie de l'orienter à créer en place sa propre entreprise, son propre business, de faire en sorte que son expertise puisse être transformée en source de revenus. Pourquoi pas de créer une entreprise de plomberie, d'aller la formaliser et voilà, de pouvoir après décrocher des marchés. L'idée, c'est ça. L'idée de Kai Job, c'est ça. Alors, les secteurs d'activité qui parfois aussi marchent beaucoup au Sénégal, nous, d'habitude, on n'oriente pas un jeune ou une jeune directement vers un secteur d'activité. Parce que l'anecdote est que parfois, il nous arrive, quand on oriente quelqu'un dans un secteur d'activité et que ça ne marche pas, mais il va effectivement dire que Kai Job, et on ne veut vraiment pas en fait, être responsable de l'échec de qui que ce soit. Donc c'est pourquoi on essaie de détecter la passion de la personne pour pouvoir l'orienter après à se trouver une idée de projet. Le commerce aujourd'hui est un secteur d'activité qui marche très bien, surtout à Dakar. Si vous prenez aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs, la majeure partie sont dans le commerce. Et certains qui n'ont pas encore les moyens de se trouver une boutique sont dans le commerce en ligne. Ça marche bien aussi. L'autre secteur également qui marche bien également, c'est l'agriculture dans sa généralité. Et nous, on oriente beaucoup parfois, surtout les Sénégalais qui sont à l'extérieur, qui veulent revenir. Parfois, je dis à certains d'essayer de voir les possibilités d'investir dans ce secteur d'activité-là, surtout, comme je l'ai dit, au niveau des régions. Par exemple, à Kolda, vous pouvez voir des hectares et des hectares détenus par un jeune, par héritage. Et le problème majeur dans ces régions-là, c'est un problème d'eau. C'est le moment d'interpeller encore une fois de plus les autorités, de faire en sorte que ces jeunes dames-là qui sont dans les régions, dans le Kolda, à Ziguinchor, à Tambacounda, puissent s'approprier de l'eau. Parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de forcément venir à Dakar pour pouvoir s'en sortir. Ils pensent qu'ils peuvent être dans leur territoire, au niveau de ces régions-là, et exploiter leur champ pour s'en sortir. Et le problème majeur, comme je l'ai dit, qu'ils rencontrent là-bas, c'est un problème d'eau. Très bien. Merci Amadou. Beaucoup, Amadou Sané. D'autres questions dans la deuxième partie. On verra quelle est la place d'Internet aussi finalement dans tout ça, parce qu'il y a des métiers, des nouveaux métiers sur le net également. Des youtubeurs et des tiktokers qui aussi s'en sortent plutôt bien. C'est ça, exactement. Alors, on y reviendra tout à l'heure à 7h, passé de 35 minutes. On va souffler un petit peu et suivre le clip du jour. Avec le référentiel des gestions de notre pays. Je suis fier de noter qu'au terme de ce processus, nous sommes parvenus à élaborer un cadre commun, consensuel,
des interventions attendues du système des Nations Unies dans notre pays pour la période 2024-2028, avec un arrimage, vous l'avez rappelé, un arrimage quasiment vraiment complet sur le PAP 3, le plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent. Doudou Ka tient aussi à encourager davantage le système des Nations Unies à promouvoir les programmes conjoints entre ces différentes agences. J'ai déjà instruit mes services compétents à travailler étroitement avec les vôtres pour élaborer une stratégie efficace de mobilisation, notamment des ressources en vue de combler rapidement les gaps de financement que nous avons identifiés, constater et faire en sorte que les mécanismes de coordination, vous l'avez rappelé, de ce programme conjoint puissent s'inscrire harmonieusement dans le dispositif institutionnel mis en place. Pour la mise en place de ce programme, une vingtaine d'agences sont concernées au Sénégal, avec comme particularité plusieurs bureaux régionaux. Les Nations Unies comptent ainsi renforcer la place de notre pays comme hub en Afrique. En lieu et place du mandement de carême, les évêques proposent une autre formule pour ce carême 2024. Et habituellement, dans ce mandement de carême, nous avions le message du Saint-Père, le pape François, l'exhortation des évêques et quelques recommandations pratiques. Comment jeûner, par exemple, c'est quoi la pénitence, quel est l'âge limite pour le jeûne. Cette lettre pastorale diffère du mandement de carême de par la durée de validité. Elle est observée durant 4 années par les catholiques habitant les 4 pays membres de la conférence épiscopale des évêques du Sénégal. Cette année, ils ont dit, bon, il y a une lettre pastorale qui était en vue, qui, dans un premier temps, était prévue normalement pour être produite dans le cadre du mandement. Mais la thématique était tellement importante que les évêques ont dit, au lieu d'en faire une exhortation, il faut carrément en faire une lettre. Et vu donc le volume de cette lettre, cela contiendrait difficilement dans le mandement de carême, qui est un document vraiment très facile à lire. Et c'est dans ce sens que les évêques ont demandé à ce que cette année, qu'on puisse donner une orientation pour le carême en disant aux chrétiens qu'ils peuvent trouver le mandement, qu'ils peuvent trouver du moins le message du pape dans le net, et il est disponible. Ils peuvent également trouver les orientations par rapport à l'année de la prière, qui est l'année 2024. Mais en ce qui concerne maintenant la lettre pastorale, il y a un document qui a été confectionné à part. Et ce document pastoral, c'est l'engagement des fidèles laïcs dans l'Église et dans la société. Portant sur l'engagement des laïcs dans l'Église et la société, la lettre met l'accent sur 3 axes importants. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une libération contre une oppression physique, mais il s'agit d'une libération contre les penchants du mauvais. Comment aujourd'hui avoir le courage de faire des sacrifices pour se convertir, pour que notre vie soit meilleure, au niveau familial, au niveau spirituel, en somme dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec les autres, mais aussi dans notre relation avec nous-mêmes. Et pour cela, l'Église nous donne 3 actions à faire, la prière, l'aumône et le jeûne. Par la prière, nous rentrons en connexion avec Dieu, qui est notre Père, qui nous soutient dans nos épreuves. Par le partage, nous inclinons vers le frère, vers la sœur, qui a besoin de quelque chose, d'un soutien, qui est dans le besoin. Et au-delà du fait même que nous aidons la personne, nous voyons en elle le visage de Dieu qui est là. Et ensuite, il y a le jeûne. Le jeûne nous permet aussi de faire l'expérience de la misère du monde. La lettre pastorale est confiée aux responsables diocésains de l'apostolat des laïcs. Elle est échangée au prix de 1000 francs l'unité pour ceux qui voudraient l'acquérir. Une victoire qui relance les Lions de la plage dans cette Coupe du Monde. Au bout d'un match à rebondissement, les hommes de Mamadou Diallo s'imposent 5-3 face aux Colombiens. Un premier tiers-temps dominé et remporté par les coéquipiers de Lopez, 2-0. Les Lions de la plage se reprennent et égalisent au bout du deuxième tiers-temps, 2 buts partout. Oh, this is first ever Beach Soccer World Cup. And Ousseynou Faye at 19 years of age.
Le dernier tiers-temps, celui de la délivrance pour les Lions, a été incertain jusqu'au moment où le Sénégal passe devant au score 4-3. Les Colombiens vont tenter de revenir, ils ratent des occasions et les Lions en profitent. Plus solidaires et plus tranchants, ils vont finalement signer le but du 5-3 à la fin du troisième quart-temps, avec une réalisation de Magnon Diagne. Le Sénégal fera face au Japon pour sa dernière sortie en phase de groupe, une finale en perspective, puisque le Japon a été battu par la Biélorussie 3-1. Sénégal-Japon, ce sera le mardi 20 février à 15h30. Les Lions de la plage ont désormais leur destin en main. Et c'était les infos, donc Kenkeliba de ce lundi. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent depuis 6h30 sur la une, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et on le rappelle, il s'agit de Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Je ne sais pas, j'ai un peu du mal à m'habituer à X. Je dis toujours Twitter. Je suis d'accord avec vous. X, anciennement Twitter. Est-ce que Twitter, c'est pas plus charmant quand même? Je suis d'accord. Hélène Musk, c'est une colle qu'il nous a posée avec ce X-là. Avec le X là. C'est du leadership. Ah oui? Bah oui. Twitter est là, mais bon, je fais comme je veux. C'est X. Oui, mais après, même sur ton téléphone, il peut arriver que tu cherches Twitter, tu regardes Twitter, tu vois pas. Après, ah, c'est X maintenant, j'avais oublié complètement. Alors, on va maintenant, sans plus attendre, passer à la chronique Tendance avec Toumani. Toumani qui, aujourd'hui, nous parle de musique, mode et sport. Elle revient notamment sur le spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Et c'est juste après ceci. Et c'est à toi, Toumani. Ce spectacle, ou bien le Super Bowl, a eu lieu justement lors de la finale de la CAN. Hein. Mais bien sûr, comme de bons Africains, il fallait qu'on parle d'abord de la CAN avant d'aller aux États-Unis. Oui. Alors, je vous propose maintenant de découvrir en fait ce spectacle qui a eu lieu, enfin, ou bien qui est organisé lors de la mi-temps, pendant 15 minutes du Super Bowl. Alors, tout ce qu'il faut savoir, l'historique, un peu les chiffres, les artistes, je vous propose de regarder l'élément. Oui. Artistes au moment où on remet justement le trophée. Oui. C'est un peu l'idée en fait, sauf que là c'est lors de la mi-temps tout simplement. Oui. Et savoir qu'il y a beaucoup d'argent justement qui est injecté dans ces 13 minutes pour offrir ce spectacle. C'est plus de 10 millions, tout un spectacle. Maintenant, d'habitude, qu'est-ce qu'on voit lors des mi-temps de foot ou bien de basket finalement? C'est des publicités, c'est les commentaires de commentaires. Oui. Voilà. Et cela permet un peu, disons, aux organisateurs d'avoir des entrées d'argent. Alors ici, au lieu de faire cela, encore, et pas que, mais la NFL sort encore 10 millions de francs CFA, 10 millions de dollars, pas de francs CFA, 10 millions de dollars, en plus de toute l'organisation. Finalement, qu'est-ce qu'ils gagnent? La culture américaine. La culture américaine. Mais on fait un appel d'offres, voilà. Pendant 13 minutes, vous avez tout le monde entier, au vrai sens du terme, qui vous regarde, qui est prêt à mettre tant de milliards de dollars pour ces 13 minutes. Ben, les grosses marques comme Pepsi, Coca, etc. vont se dire, ah, moi je suis là et je vais être la seule marque, ou bien il y aura que mon logo qui va apparaître pendant ces 13 minutes. Et voilà comment la NFL gagne encore plus. Donc finalement, ces 10 millions d'euros, c'est absolument rien. Et c'est pas plusieurs partenaires, bien plusieurs logos qui vont afficher à la télé. Ça sera juste le logo, par exemple, de Apple ou bien de Coca qui va apparaître. Et de temps en temps, pour justement, disons, gagner en fait à travers cette audience. Ça a signé un petit peu son retour après plusieurs années d'arrêt. Et je pense que ça lui a valu un rebond quand même. Tu as donné un très bon exemple. Tu sais pourquoi? Parce que Rihanna, lorsqu'on lui a fait la proposition, elle était enceinte. Et pour les artistes, en tout cas les artistes américains, le Super Bowl, c'est le podium. Donc, tous les artistes rêvent, en fait. C'est-à-dire que si vous faites le Super Bowl en tant qu'artiste, vous avez atteint le summum. Alors, Rihanna, lorsqu'on lui a fait la proposition alors qu'elle était enceinte, elle a dit qu'elle ne va pas manquer cette occasion. Peut-être qu'elle n'aura plus cette occasion, tout simplement. Et elle a choisi de prendre le risque de faire le Super Bowl, mais pas que. Elle en a profité aussi pour mettre en lumière sa fille. Exactement. Qui a participé aussi au Super Bowl. Tout à fait.
L'esprit américain, tout ça. Carrément. Tout est business là-bas. Il n'a pas d'occasion. Il y a toujours de l'argent derrière, mais c'est un magnifique spectacle, comme tu l'as dit. C'est ça. Absolument. Malheureusement, on n'aura pas le temps de commenter tout ça. Oui. Et rappeler que lors de la parade, justement, du Super Bowl, il y a eu cette fusillade à Kansas City qui a fait un mort et 20 ou 21 blessés au moins. L'année dernière. L'année d'avant, il y a 3 ans. Non, cette année. Cette année, oui, lors de la parade. J'ai confondu avec la mort du noir qui était aux États-Unis. Et ces 3 minutes seront justement, Sarah, accordées à notre invité Amadou. Oui, je crois que c'était un sujet qui va forcément l'interpeller également tout de suite, parce que là, on est dans véritablement le vrai business, le grand, ce qu'on pourrait souhaiter à tous nos jeunes entrepreneurs finalement. On va finir par les perspectives aujourd'hui pour KaiJob. Vous parliez tout à l'heure d'un projet qui pourrait intéresser justement les différentes communes à emmener plus de jeunes vers l'entrepreneuriat. Tout à fait. Ça s'appelle KaiJob dans ma commune et souvent on nous reprochait d'être focus que sur Dakar. Voilà. Et ça peut se comprendre parce qu'en fait, une structure mise en place par des jeunes qui n'ont pas forcément de grands moyens. Pour des régions, il y a des potentialités énormes. Il y a des jeunes qui sont dans les régions qui font d'excellentes choses, qui méritent effectivement d'être accompagnés et d'être rendus visibles. C'est pourquoi on a mis en place une initiative qui s'appelle KaiJob dans ma commune. Et l'idée, c'est de faire toutes les communes du Sénégal dans la mesure du possible. Et le but, c'est de faire dans chaque commune, de former au moins 30 jeunes, de les accompagner sur une période de 2 mois dans le secteur de l'entrepreneuriat à travers la gestion de projets, l'éducation financière, la communication, le marketing digital. Bref, tout ce qui tourne en tout cas autour de l'entrepreneuriat. Cela, normalement, la semaine passée, mais avec l'actualité un peu tendue du Sénégal, de Dakar surtout, on était obligé de reporter cela. Il y a des discussions avec des municipalités de Dakar et aussi des régions. Et comme je l'ai dit, l'idée, c'est que les mairies portent le projet parce que nous voudrions, à la fin de cet accompagnement, attribuer des attestations aux participants. Et sur les attestations, on souhaite qu'il y ait le cachet du maire pour crédibiliser la chose. Très bien. Merci Amadou. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour ces discussions très intéressantes, comme toujours. Merci Toumani, on te retrouve lundi prochain. Merci Ibou qui revient lundi prochain également pour un autre sujet de société. Merci Sarah, merci à l'ensemble des équipes en régie. Mais 2 mots, d'abord souhaiter bon anniversaire à Jordan Raphaël Senghor. Oui, on lui souhaite un très bon anniversaire. Beaucoup. Vous êtes tous invités pour le gâteau. Ah oui, on arrive. Hein. Ah bah oui. C'est à quelle heure? C'est à quelle heure? C'est là tout de suite, maintenant. Ou on attend midi? À 1h aussi matinale. À 18h. C'est ça. On sera chez toi à 18h. Bon anniversaire à Jordan. On lui souhaite le meilleur, une très longue vie, qu'on ait de succès, d'amour et de réussite. Merci surtout. beaucoup. Et nous pensons